Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes ici et que tu tombes sur une vidéo à moi c'est Kim Possible. Donc, pour être avisé et informé de toutes nouvelles vidéos que je fais, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos lorsque j'en poste. Et si tu es déjà quelqu'un qui fait partie de la team Kim Possible, ben, re-bienvenue. Donc, aujourd'hui, je veux tourner une vidéo parce que une abonnée m'a demandé de parler en fait de comment ça se passe pour la recherche d'emploi, après l'obtention d'un diplôme au Québec, quels sont les conseils à donner à ce sujet, comment se comporter en entreprise avec les Québécois, les choses à éviter ou à faire, et si on peut subir de la discrimination ou du racisme lors de la recherche d'un emploi. Et enfin, si possible, quelles sont les anecdotes concernant ces sujets. Donc, je suppose que pour les anecdotes, c'est des choses que moi j'ai vécues. Donc, on va essayer de faire ça comme je le fais d'habitude. Comme au début de chaque processus. Je vais essayer en fait de répondre à ces questions en me basant sur mon expérience personnelle. Ok. Donc, en ce qui concerne comment ça se passe pour la recherche d'emploi après l'obtention d'un diplôme au Québec. Généralement, il y a des programmes que vous pouvez faire à l'université qui, dans votre parcours, vous demandent de faire des stages. Donc, pour ceux qui ont des stages dans leur programme, c'est beaucoup plus simple pour vous ensuite de postuler ou de vous faire remarquer positivement pendant ces périodes de stage-là quand vous êtes en entreprise. Donc, généralement, pour ceux qui font comptabilité ou des choses comme ça, qui vont faire des stages dans des compagnies comme KPMG, Deloitte, comment on appelle les autres compagnies là, parce qu'il y a des compagnies de comptabilité ici, les Big Four. Si tu fais des stages là-bas, c'est un bon moment pour te faire remarquer positivement pendant ton stage, parce que ça peut t'aider après pour être retenu pour un poste beaucoup plus permanent dans la compagnie une fois que tu termines tes études. Donc, pour ceux qui ont des stages dans leur parcours, je vous conseille de vraiment vous donner à fond pendant le stage, parce que c'est pendant le stage que ben, vous allez avoir, comment on appelle ça, un responsable de stage qui va peut-être remarquer quelque chose, qui va lui taper dans l'œil, qu'on va te proposer quelque chose de plus permanent. Ça s'est déjà vu. Des gens qui, après le stage, se sont fait remarquer positivement. Et une fois, quand ils ont été proches de finir le diplôme, ont eu des offres d'emploi. Pareil aussi pour ceux qui font soins infirmiers ou des formations comme ça. Ceux qui vont être dans la petite enfance, pour les garderies. C'est aussi pendant les stages que vous pouvez vraiment vous construire votre réseau. C'est ce que je vous conseille. Genre, si vous avez des stages, de vous construire votre réseau pendant le stage, te faire bien remarquer. Et généralement, pour se faire bien remarquer, bon, maintenant ça c'est pour ceux qui avaient les stages. Ceux qui donc maintenant ont des parcours pour lesquels il n'y a pas vraiment de possibilité de faire de stage, pendant ton parcours académique, bah, tu peux faire des recherches d'emploi. Il y a des sites de recherche d'emploi. Tu as le Job Indeed, tu as LinkedIn. Donc, avoir un beau profil LinkedIn assez épuré qui met en exergue toutes les compétences que vous pourriez eu avoir, toutes les formations professionnelles, les formations académiques que vous avez eu, un numéro de téléphone. Moi, je dirais que mes deux derniers emplois ou mes deux derniers emplois dans le monde bancaire, c'est exclusivement sur LinkedIn qu'on est venu me chercher. J'ai pas postulé. Pour les deux banques pour lesquelles j'ai travaillé, je n'ai jamais postulé. Ça s'est passé vraiment à coup de LinkedIn. C'est sur LinkedIn que j'ai eu une chasseuse de tête à chaque fois, une recruteuse. La première pour la Banque Laurentienne, la deuxième pour la Banque de Montréal, qui sont venus me chercher. Donc, sur LinkedIn, j'ai téléchargé mon CV, qu'est-ce que j'avais eu à faire, toutes les expériences que j'ai faites, que ça comportait les stages, que ça comportait les études académiques que j'ai fait, que ça comportait si j'ai même fait du bénévolat, parce que le bénévolat, c'est quelque chose qui est très mis en avant au Québec. Donc, être bénévole, j'ai été bénévole pour un organisme international qu'on appelle Oxfam Québec. Oxfam Québec, ils font un peu comme tous les organismes internationaux, genre de la collecte de fonds, genre ensuite envoyer des gens dans des pays pour aller aider des sinistrés, un peu X, des problématiques de scolarisation de filles, des problématiques de eau potable, machin, des trucs comme ça. Donc moi j'ai été bénévole, je faisais exclusivement de l'entrée de données. Donc, je recevais un mandat comme ça sur un mois. Chaque semaine, je devais entrer tel nombre de données dans des tableaux, des fichiers Excel. C'était pour des besoins statistiques pour Oxfam. J'ai fait ça pendant 3 mois et au bout de ça, j'ai eu une
j'ai reçu une attestation. Donc, toute attestation que tu reçois pour tout bénévolat que tu fais, tu mets dans le CV. Donc, c'est des choses comme ça qui montrent que, bon, tu as quand même l'habitude d'avoir les pieds à l'étrier. Tu sais comment plus ou moins ça se passe, comment ci, comment ça. Donc, c'est un peu avec ça que les recruteurs peuvent lire ton profil et décider, OK, j'aimerais bien avoir cette personne en entrevue ou c'est pas la peine, quoi. Donc maintenant, comment se comporter en entreprise avec les Québécois, les choses à éviter ou à faire? Alors, pour avoir travaillé exclusivement dans les entreprises québécoises, la première chose à éviter, c'est le racontage, parler. C'est parler de ses collègues, faire comment je veux dire, comme chez nous, on dit au Cameroun, le Congo ça, le songi songi pour les Congolais, enfin, je sais pas trop comment les autres pays disent ça sur les gens, parce que généralement, en entreprise, tu n'as pas d'amis. Donc, tu peux faire une confidence comme ça à quelqu'un que, oh, la collègue, là, tel collègue, machin, et puis cette personne part rapporter, ça te pourrit les ambiances au travail, parce que ça va très vite. Il y en a qui vont prendre ça vraiment très mal, ça finit au RH, comme quoi tu es en train de le harceler, tu fais du shaming, du truc comme ça. Il y en a d'autres qui vont être plus durs, ils vont te combattre avec les mêmes armes que toi. Donc, ça, c'est les premières choses à éviter. Parler de ses collègues à d'autres collègues. Vous n'allez pas au travail pour vous dire que je viens me faire des amis. Vous n'avez pas besoin d'amis au travail. Vous avez des amis en dehors de votre travail. Je ne dis pas non plus d'être froid ou d'être asocial au travail. Moi, je suis très sociable. J'avais des bonnes relations avec les collègues, mais je savais où ça s'arrêtait. À la limite, je préférais encore parler de ce que j'ai fait le week-end, ce que je prévois de faire. Mais quand j'avais des commentaires sur des collègues qui m'énervaient, je préférais garder ça pour moi. Ou alors si j'étais sûre que j'ai vraiment une collègue qui est, genre c'est ma personne. Mais honnêtement, si vous avez que des collègues québécois, je vous dis évitez. Parce que c'est vrai, les Québécois font aussi beaucoup le Kongoussa. Mais quand c'est nous qui faisons le Kongoussa sur eux, c'est toujours que c'est eux les plus fragiles. Donc, il faut laisser. Autre chose à éviter, c'est comment je peux dire, de vous faciliter la tâche en faisant que vos collègues travaillent pour vous, genre, au travail plus que vous. Parce que du moment que vous avez un collègue qui a l'impression que toi, tu ne fous rien et qui fait en plus de son travail, ton travail, c'est très mauvais parce qu'il va te pourrir l'ambiance. Ça va aller que superviseur, ça va aller que rencontre, coaching, machin, ceci. Et c'est vraiment très désagréable de toujours se faire rencontrer en entreprise, surtout pour te parler de ta performance, que genre tel collègue se plaint que voilà, toi ton rendement n'est pas assez si, tu es pas assez travail d'équipe, genre c'est difficile de travailler avec toi, parce que les gens aussi qui ont l'impression que c'est difficile de travailler en équipe avec toi, te pourrissent, tu vas trouver l'environnement du travail très pourri. Évitez d'appeler malade quand vous voulez juste passer du bon temps, genre tu as des problèmes avec ton gars, tu veux arranger ou tu veux aller en week-end, tu appelles malade à tort et à travers. Ça pourrit l'ambiance de tout le monde. Parce que non seulement tu attends pour rentrer, en plus, quand tu rentres pas, tu mets les autres dans la panade parce qu'il y en a qui doivent faire des heures supplémentaires pour pouvoir couvrir toi qui n'es pas là. Donc, ça énerve tout le monde. Ça, ce sont les choses à éviter. Moi, en 8 ans que je suis au Canada et que j'ai travaillé, la seule fois que j'ai vraiment été obligée de m'arrêter malade, c'est quand j'étais enceinte et que c'est vraiment un médecin même qui m'a mise en arrêt maladie. Parce que ici, tu peux appeler malade. Toutes les compagnies te donnent la possibilité d'avoir des jours de maladie, c'est-à-dire que au cours de l'année, disons que ta compagnie dit que tu as le droit d'être malade 5 jours dans l'année. Il y en a qui abusent. Il neige trop fort aujourd'hui, ça me tente pas d'aller au travail. Bon, je vais appeler malade. Tu appelles 2-3 heures avant le début de ton chiffre. Je suis malade, je ne peux pas venir. Je vais venir travailler tel jour. Ça énerve. Appeler malade sans que vraiment tu aies un mot de maladie, surtout quand tu en abuses, à un moment, tu commences à être vu comme quelqu'un sur qui on ne peut pas compter en entreprise. Et je te jure que tu n'aimerais pas te sentir comme ça. Les choses à éviter de faire aussi, c'est vraiment très banal pour nous les Africains. J'ai une amie qui travaille dans le domaine pharmaceutique et un jour, ça l'a tenté d'aller au travail avec son mets de pistache et son bâton de manioc parce que c'est ça qu'elle voulait manger à sa pause. Donc, dans la salle où est-ce qu'il y a les micro-ondes, elle a fait chauffer sa nourriture là-bas. Et vous savez bien que le mets de pistache et le bâton de manioc, ce sont deux collègues qui ont des odeurs vraiment un peu paradoxales. Ça ne se rapproche pas de la palette d'odeurs que nos frères québécois connaissent. Donc, elle a une collègue qui est entrée là et qui s'est exclamée comme pour dire que ça pue. Et du coup, ça a frustré ma copine qui a perdu la petite ce jour-là, qui n'était pas capable de manger. Moi, ça m'a tellement fait rire parce qu'après, je lui ai dit, bon, rencontre ta supérieure, dis-lui que tu te sens biaisé parce que d'habitude aussi, toi, tu respires aussi des odeurs que ça ne fait pas partie trop de ta palette d'odeurs.
mais tu ne fais pas des remontrances aux gens. Non, elle a vraiment super mal de prix là parce que la collègue, elle s'est vraiment lâchée comme pour lui dire que ce que tu manges, ça pue. Donc, évitez quand même de ramener comment je peux dire, des mecs que vous savez que vos collègues ne connaissent pas ça. Le mets le pistache et le bâton de manioc au travail quand même, il faut le faire. Ça me rappelle aussi, j'avais une autre superviseure dans une autre compagnie pour laquelle j'ai travaillé. Elle mangeait le poisson brisé avec le bâton de manioc au travail. Et cette femme n'avait aucune gêne. Vous, que ça dérangeait, là, c'était votre problème. D'abord, elle était parmi les boss. Donc, tu vas venir lui dire quoi? Tu vas venir lui dire que ta nourriture, ça ne me plaît pas. Elle mangeait dans la salle de pause avec nous. Bon, moi, j'étais habituée. Le bâton de manioc et le poisson brisé, c'est des choses que je connais. Mais les autres qui faisaient des petits bruits après là, que franchement. Donc ça, il faut éviter quand même. À moins que tu sois boss. Si tu n'es pas boss, car mon frère, mange chez McDo, fais les nourritures qu'ils connaissent, le poulet, le riz, les spaghettis, les choses comme ça, quoi. Ou mange les nourritures chez toi, le gombo et tout ça, à la maison. Donc, peut-on subir de la discrimination, du racisme lors de la recherche d'un emploi? Bien évidemment que oui. Aussi longtemps que le racisme et la discrimination va exister, ça sera des choses que tu vas voir. Bon, maintenant, le système d'emploi au Canada, pour la plupart des postes qui sont affichés, ils évitent justement de mettre en avant le fait que quelqu'un peut être discriminé pour sa couleur, sa race, sa religion, son orientation sexuelle ou le fait qu'il ait un handicap ou pas. Généralement, tu vas voir même des postes qui sont ouverts au gouvernement ou dans le descriptif du poste, on va te demander si tu es une minorité visible, une minorité ethnique, une Première Nation, si tu es quelqu'un d'handicapé, si. C'est pour essayer d'être le plus possible équitable. Mais bon, maintenant, tu vas avoir des compagnies qui, dans le privé, qui ne se... Comment je veux dire, qui ne s'encombre pas de toutes ces considérations. Et oui, tu peux avoir des discriminations plus visibles, comme des discriminations moins visibles, comme du racisme. C'est des choses que préparez-vous mentalement, que peut-être vous pouvez le vivre. Tu peux être plus qualifié que quelqu'un qui est passé en entrevue que toi pour le même poste. On le prend pour le simple fait qu'il est blanc, on prend pour le simple fait qu'il est québécois, et on prend pour le simple fait que bon, toi tu es noir, que toi tu es une femme, que. C'est des choses qu'il faut vous habituer à vivre et ne pas en faire, comment je peux dire, une fixette. Parce que si tu en fais une fixette aussi, après, tu vis ça très mal. Donc, pour des recherches d'emploi, machin, donc voilà un peu les anecdotes que j'avais, la nourriture. Surtout pour les entrevues, évitez d'arriver en retard. Même quand tu travailles dans une compagnie, évitez le moins possible d'arriver en retard. Parce que les retards et les absences de maladie, ça c'est quelque chose que ça plombe vraiment beaucoup l'ambiance de travail. Quand tu dois toujours te faire reprocher ça et que tu sens le regard de tes autres collègues sur toi comme quelqu'un qu'on ne peut pas compter sur toi, tu es toujours en retard. Quand tu dois commencer ton shift à telle heure et que c'est à cette telle heure-là que tel collègue doit quitter pour partir et il est obligé de rester plus longtemps parce que toi, tu n'es pas encore entré, je t'assure, tu ne vas pas aimer ça. Donc, voilà ce que je pouvais dire vite fait à propos de ce sujet. Je ne veux pas m'étaler là longtemps. Si vous avez des questions, juste à me les poser. Et là, je vais aller m'occuper de ma fille. Et peut-être plus tard tourner d'autres vidéos si le boss me permet. Bisous!